Les Kotoko sont l'une des plus vieilles civilisations de l'Afrique centrale. Avant les colonisations musulmanes et occidentales, leur cité formait un ensemble de principautés dans la partie méridionale du lac Tchad sur un territoire d'environ 130 000 km² dans ce qui est de nos jours le nord-est du Nigeria, l'extrême nord du Cameroun et une partie du sud-ouest du Tchad. Descendants des Sao, peuple qui a vécu environ 400 avant et 1400 après Jésus-Christ, les Kotoko ont hérité de leur illustre ascendant une grande et riche civilisation, la civilisation de la terre cuite. Les palais des souverains Kotoko font partie de cet héritage et représentent le symbole de l'histoire et de l'âme des Kotoko. L'étymologie du terme Kotoko demeure obscure. Entre historiens, archéologues et ethnologues, diverses propositions circulent, y compris celle qui est la plus répandue dans les histoires et mythes d'origine que racontent les Kotoko. L'appellation Kotoko est venue, selon les sources que nous avons sous la main, des bruits que ces pêcheurs faisaient à travers, n'est-ce pas, la technique dite des émis, qui est une pêche spécifique à ce peuple-là. Et c'est de cette façon que les peuples qui sont autour ont qualifié ces derniers de Kotoko. Mais historiquement, c'est un peuple qui occupe les abords sud du lac Tchad et qui se subdivise en trois grandes parties. Nous avons à l'ouest les Mantagé, nous avons au centre les Msir et au sud les Lagouanais qui constituent les trois sous-groupes Kotoko que nous avons jusqu'ici. Vous allez voir peut-être sans doute le zémi, qui est l'instrument de pêche. C'est une pirogue sur laquelle on a hissé un filet qui permet de pêcher le poisson et sur lequel également on frappe et en faisant le bruit ça fait côte côte côte. Et une nuit donc on a souvent dit que c'était les Kanouris, les Bornois qui étaient ici à Logombini et ils ont entendu le bruit et ils se demandaient d'où vient ce bruit là. Donc ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce côte côte là, hein, puisque les pêcheurs frappaient en faisant ce bruit côte 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 et c'est resté côte côte Kotoko. Côté camerounais, les palais Kotoko ne sont ni des lamidas, comme c'est généralement le cas dans les trois régions septentrionales du pays, ni des chefferies, comme dans les régions de l'ouest et du nord-ouest. Ce sont des sultanats, une appellation ou un statut hérité de la conquête de la région par l'empire du Kanem-Bornou au XVIe siècle et l'introduction de l'islam par les missionnaires musulmans, mais encore. En fait, toutes les structures traditionnelles qui portent l'appellation Lamida est issue naturellement de l'influence Pelle. Parce que les Kotoko n'ont pas connu, n'est-ce pas, une influence Pelle. Sinon, il y a toute une démarche, n'est-ce pas, propre au Kotoko. En réalité, le chef en pays Kotoko est appelé Mé. Alors, il y a certains ethnologues qui ont qualifié ces derniers des princes. Et puis, avec l'islamisation, avec des échanges, et après la colonisation, ces derniers sont appelés sultans, ce qui fait donc la particularité du pays Kotoko par rapport à l'espace conquis par les Pelles. Les palais ou sultanats Kotoko sont au nombre de 7, éparpillés à travers le département du Logone et Chari, au bout de la région de l'extrême nord. Ils frappent par leur aspect massif et monumental. Élevés au centre supposé de la cité, ils sont composés d'un vaste ensemble de constructions cernées d'une haute muraille qui épouse la forme d'un rectangle ou d'un ovale. L'on y accède en traversant une vaste esplanade. Comme toute communauté, toute cité Sao, entourée de murailles, veut vivre sa vie à l'intérieur, en toute sécurité. C'est comme ça qu'il y a donc cette esplanade devant la chefferie qui sert à toutes les manifestations, marchés, grandes cérémonies lors des fêtes, lors de toutes les cérémonies officielles où tout le monde pouvait donc se regrouper. Et ça servait en même temps
de distraction au chef qui est donc perché dans son étage et qui voit donc une variété de couleurs et de sons. Là, c'est aussi une distraction hebdomadaire. Les esplanades de Palais Kotoko dépourvues d'arbres sont rares. Des arbres qui, pour la plupart, ont vu passer plusieurs générations de Kotoko, sultans compris. Il y a généralement deux catégories d'arbres. L'un réservé à la cour du sultan et l'autre curieusement réservé à la cour du Halifa qui était le premier ministre, chef du gouvernement, mais qui était en opposition vraie du sultan. Bon, le blanc, quand il est arrivé, il a fait disparaître donc ce bicéphalisme en déportant les Halifas. À l'approche de l'entrée principale, la mosquée rappelle aux visiteurs qu'il est en terre d'islam. Cette mosquée dite mosquée du palais est dans plusieurs sultanats Kotoko installés non loin d'un hangar, symétriquement ou non, à l'entrée principale. C'est un lieu où le sultan de temps en temps vient faire un bain de foule et suivre le règlement des affaires de la cité. Et là, il y a les notables, les dignitaires et même quelques personnes par leur sagesse qui peuvent donc être là avec le sultan. C'est une forme toujours de détente du sultan. Les entrées principales ne sont pas identiques. Elles sont dans certains palais impressionnantes, notamment à Wulki, Gulfe ou Kuseri, avec de grands et lourds battants, vieux de plusieurs décennies, taillés dans un bois si résistant aux intempéries que les plus téméraires des termites lignivores ou xylophages viendraient s'y casser les mandibules dans leur voracité destructrice. À Makari, l'entrée principale est plutôt d'envergure modeste, en rupture avec le passé, plus ancrée dans le contemporain. Dans la majorité des palais Kotoko, une fois l'entrée principale franchie, le visiteur débouche dans le vestibule. La présence des hirondelles dans cette pièce d'entrée n'est pas l'incarnation d'un déficit d'hygiène et de salubrité. Dans notre communauté, nous ne rejetons pas l'étranger. Et l'hirondelle est considérée comme cet étranger-là parce qu'un oiseau qui vient élire domicile chez vous, vous ne le chassez pas. Et puis vous allez voir qu'avec ces hirondelles, il n'y a pas de termites, il n'y a pas de charançon et c'est en même temps un insecticide. Au sortir du vestibule, pour l'observateur non averti, se succèdent des cours et des passages obscurs, de longs couloirs en chicane, des constructions traditionnelles aux vastes proportions, des pièces rondes ou minuscules. Des édifices rectangulaires se dressent, s'imbriquent, se superposent et de fraîches façades aux teintes vives émergent. Des escaliers monumentaux ou improvisés permettent d'accéder aux terrasses supérieures, longent de hautes toitures et débouchent parfois dans le vide. Derrière ce désordre apparent sur le plan, certains points demeurent comme autant de repères jalonnant des lignes directrices. L'un de ces repères de nos jours est la salle d'audience grand public du sultan. Dans la plupart des palais, elles ont été modifiées. Des matériaux de construction dits définitifs ont été utilisés. La décoration n'a pas échappé à cette mutation. L'on prend un soin particulier à bien disposer les photos du maître des lieux et de ses aïeux. Dans cette région soudano-sahélienne où le thermomètre monte facilement à 35 voire 40 degrés, certains sultans, comme celui du Logone Birni, ont recours à un système de ventilation ancestrale, écologique et économique. Au-delà des salles d'audience publiques, l'autre point de repère de tout palais Kotoko est constitué par les appartements privés du sultan. Ils occupent une bonne partie du palais. L'accès y est strictement interdit. Mais au sultanat d'Afadé, à titre exceptionnel, le sultan nous a baladés à travers une bonne partie de ses appartements privés. Partant de la salle d'audience publique, nous n'avons cessé de prendre de l'altitude grâce notamment à des escaliers
tantôt en terre, tantôt en bois, découvrant au passage d'autres facettes du génie architectural Kotoko. Les bâtiments princiers exigent des règles d'exception et les ouvriers ont bien souvent adopté des normes différentes des usages courants. La balade à travers les appartements privés du sultan se termine sur une terrasse supérieure à partir de laquelle le souverain peut embrasser du regard diverses parties du palais et de la cité. Quand je vais amener mes femmes, c'est là où elles vont habiter. Vous voyez ici, là, c'est pour une femme. Plusieurs objets et biens précieux du sultanat sont conservés dans différentes pièces des appartements privés du sultan. Il nous fait l'honneur de nous montrer quelques-uns de ces objets. Au sultanat de Woulki aussi, le sultan nous a réservé un traitement similaire en nous permettant de le suivre jusque dans ses appartements privés. Bien que discrètes, les femmes sont présentes dans les palais Kotoko. Elles sont soustraites des regards des hommes, surtout des étrangers. Elles habitent bien le palais, mais comme nous sommes de tradition, de coutume, tradition musulmane, vous savez que les femmes ne prennent pas souvent part aux réunions. Elles sont souvent restées derrière, voilà, soit dans leur case, ou bien que la femme n'a pas, on ne donne pas souvent la parole à la femme. À Afadé néanmoins, j'ai été autorisé à accéder à l'aile du palais réservée à la reine-mère ou celle qui en tient lieu sous la surveillance étroite du notable ministre des Affaires étrangères du sultanat. Cerise sur le gâteau, j'ai pu rencontrer la reine-mère, avoir une conversation avec elle et même accéder à son salon où, au vu de la joyeuse assemblée qui l'occupait, j'ai compris qu'elle était en conclave. En fonction des sultanats, les appartements de la reine-mère peuvent être proches ou éloignés de ceux du sultan. Dans l'un comme dans l'autre cas, ce n'est jamais le fait du hasard. Non, ce n'est pas du hasard, c'est bien réfléchi. Parce qu'en fait, à tout moment, le chef, le sultan, a un regard sur cet appartement qui est proche et qui est même à l'entrée, à une position stratégique. Et la reine-mère est toujours consultée. C'est pourquoi il faut qu'il y ait cette communion-là de l'étage du sultan, de ses appartements privés-là, aux appartements de la reine-mère. Les épouses du sultan ont leur quartier dans tout palais Kotoko. Elles sont généralement au nombre de 4 et possèdent chacune leur propre habitation. Des cours communes comme ici au sultanat de Koussiri permettent aux enfants de se dégourdir. Ils sont étroitement surveillés et à la fin de l'adolescence, les garçons quittent le palais. Tous les enfants du sultan habitent dans le quartier. Dans le palais. Il y a ceux qui ont l'âge d'habiter dans le quartier. Je dirais que ce n'est pas tout le monde. Il y a ceux qui sont à l'âge de scolarisation, qui sont là dans le palais. Et ceux, par exemple, moi qui vous parle, je suis fils du sultan et notable, mais je n'habite pas dans le palais. Parce qu'on suppose que j'ai déjà là un âge qui me permet déjà d'être indépendant. Voilà. Et j'habite tout autour du palais. Voilà. Raison pour laquelle nous ne partons pas très loin. Les notables et les fils du sultan qui ont un certain âge habitent hors du palais, mais pas loin, tout autour du palais. L'autre curiosité des palais Kotoko est un monument appelé Goudi ou Goto. Il présente l'aspect d'une tour ou d'un tertre monumental. Cette master dont vous voyez ici, elle est historique. Voilà, c'est de l'histoire. Parce que c'est nos aïeux, ceux qui sont les premiers habitants de nos cités Kotoko. Dès leur arrivée, c'est eux qui ont construit ce qu'on appelle ici Goudi. Le Goudi, c'est quoi? C'est de la terre compacte. Il n'y a pas de pièces à l'intérieur, il n'y a pas des ouvertures dedans. C'est de la pièce compacte
élevé jusqu'à une certaine hauteur. Et c'est sur cette hauteur-là que le chef habite. Ils habitaient sur les boudis. Vous comprenez? C'est pas comme ici, actuellement vous trouvez le chef ici, assis, ici dans son salon, dans les PC ici. Ah ben non, ils habitaient à l'Inde en hauteur. À Kousseri et à Goulfé, l'on y accède par de véritables labyrinthes et avec peine si l'on n'a pas l'échine souple ou si l'on souffre de rhumatisme. Mais une fois au sommet, votre peine est récompensée. Récompensée par une vue imprégnable sur le palais et ses environs. À Afadé, ce monument est de moindre envergure, mais je profite de mon séjour sur sa surface pour scruter de près la partie supérieure du vestibule à la recherche d'une trace de fer à béton ou de ciment ordinaire. Je ne résiste pas à la tentation d'aller sur la dalle et d'y poursuivre mes investigations. La terre, le bois et la paille sont les seuls matériaux utilisés par les maçons Kotoko. Dès lors, je suis moins sceptique en écoutant les explications du ministre des Affaires étrangères. On a utilisé seulement que nos matériaux traditionnels, le bois, comme d'habitude, ce qu'on est venu trouver par les Sao, utiliser cela, c'est ça qu'on a utilisé. Nous allons encore reformer parce qu'il y a une petite destruction qu'on a recassée pour reformer à zéro. S'ils décèdent sans avoir été destitués, les sultans Kotoko sont inhumés à l'intérieur du palais. Un espace cimetière est prévu à cet effet. C'est un espace sobre. La tombe du souverain disparu l'est tout autant. Presque discrète, juste une modeste dalle de béton, sans la moindre décoration, comme cette sépulture du prédécesseur de l'actuel sultan d'Afadé. Les bêtes ont leur quartier dans les palais Kotoko. Autrefois, ce quartier était dominé par les écuries car le cheval jouait un rôle très important dans la vie quotidienne du palais et du sultan. L'espace réservé aux bêtes peut déboucher sur une cour arrière dont l'enceinte comporte une porte discrète mais importante à plus d'un titre. La porte arrière a beaucoup de signification. Il y a des choses qu'on ne voudrait pas voir apparaître. Parce que le vestibule, c'est l'apparition officielle, pour des cérémonies officielles. Mais le sultan, on le croit toujours dans le palais. Seulement, il s'évade un peu quand il veut aller à une chasse non officielle. Il s'évade par la petite porte arrière. Quand il est malade et qu'on veut le soustraire, pour que les gens ne sachent pas qu'il est malade, on le soustrait par la porte arrière. Il peut y avoir aussi des moments où il est obligé de sortir du palais. Là, on l'extrait par la porte arrière qui donne généralement sur les rivières, ni vu ni connu. Et puis il y a d'autres petits services de la chefferie qui ne peuvent pas entrer par le vestibule, mais qui entrent donc par la porte arrière. Au cours de votre séjour dans un palais Kotoko, votre chemin peut croiser celui d'un python ou d'un varan, comme celui du sultanat de Bodo, qui ne nous a montré qu'une partie de son corps. Alors, n'ayez pas peur. Le python et le varan sont les garants du pacte scellé entre les premiers occupants du lieu et les ascendants des Kotoko. Ils vivent dans l'intimité de la communauté. Aucune décision importante n'est prise, aucune solennité ne s'accomplit sans que l'animal ait été consulté ou honoré par les offrandes, généralement à l'entrée des trous où il se réfugie souvent. Ces asiles, nous sommes là pour les nourrir, ceux qui sont sous l'arbre là. Ce sont nos ancêtres, nos varans et nos grands serpents. À l'heure actuelle même, je crois qu'ils sont dedans, ils nous regardent. Et ils nous écoutent. Ils nous écoutent ce qu'on est en train de parler là. Et c'est bien sûr qu'ils sont dedans. Ce n'est pas le mensonge. Comment vous faites pour savoir qu'ils sont dedans? Ce sont nos ancêtres, des fois, ils nous rendent même visite au sultanat. Ah bon? Oui.
En fantôme, en animal, sous quelle forme? Sous forme de varan, sous forme de serpent. Donc il y a un varan qui de temps en temps rentre ici. Ça rentre ici. Et vous n'avez pas peur? On n'a pas peur. Et à quoi donc servent les petits pots? Les petits pots là, c'est pour leur donner du lait, Oui. ou bien 2 fois par an. Donc ils seront déjà satisfaits. Et si on ne leur donne pas ce lait, ils vont fâcher. Les maîtres du culte du Varan, seuls interprètes de la volonté de ces reptiles, font partie du cercle fermé des dignitaires qui entourent le sultan et l'aident dans la prise des décisions. Ces dignitaires sont nombreux et leurs positions et responsabilités montrent bien que chez les Kotoko aussi, l'on n'a pas attendu l'arrivée de la colonisation musulmane et européenne pour découvrir l'organisation administrative ou la formation d'un gouvernement. Un gouvernement très actif dans un environnement où certains sultans sont aussi des agents de l'État et travaillent souvent à des centaines de kilomètres de leur sultanat. Nous avons un chef, nous avons les notables. Donc le plus important à l'époque était le madame principal. Et nous avons d'autres madames qui sont aussi des responsables coutumiers autour de la chaufferie. Nous avons le Massaou, qui est aussi une personnalité très importante au niveau de la chaufferie. Nous avons le Guémé, qui est aussi une personnalité très importante. Nous avons d'autres notables. Et par rapport donc à la gestion de la cité, le chef qui est le coordonnateur en fait de tout ce qui se passe au niveau de la communauté ne décide pas tout seul. Il travaille toujours en collaboration avec les notables. Notre chaufferie est une chaufferie démocratique. Et les jugements sont des jugements populaires dans ce sens que le chef soit là ou pas, la communauté est là avec les notables principaux pour trancher sur une telle ou une telle autre question. Ce sentiment de la non-indispensabilité du chef nous anime toujours dans ce sens que le chef soit là ou pas, ce n'est pas le chef qui décide, c'est la communauté qui décide. Et le chef n'est qu'un guide, il oriente. Et avec les moyens modernes de la communication, s'il y a un problème sérieux qui se pose au niveau du village, je suis saisi et je donne donc des orientations. Lors des audiences et surtout des conseils, l'ordre d'entrée des dignitaires et leurs places respectives sont fonction de leurs grades et rangs. Dans certains palais, c'est tout un cérémonial. En somme, le palais Kotoko, en plus d'être la demeure du sultan et de sa famille, abrite un grand nombre de cours et de bâtiments où ont lieu les réceptions, les assemblées publiques et les cérémonies officielles. Demeure privée, le palais est aussi le siège du gouvernement traditionnel. C'est là que se réunissent les conseils, d'où partent les ordres et où aboutissent les requêtes.
Le sultanat est doté d'une organisation qui lui est propre, au sein de laquelle chevauchent charges privées et officielles. Un personnel qui, bien que moins nombreux aujourd'hui qu'avant l'indépendance du Cameroun, n'en est pas moins important. Ce sont ces différents éléments qui font le charme des palais Kotoko. Des palais où les maçons Kotoko, plus que partout ailleurs, ont exercé leur art avec qualité et hardiesse, avec pour seul matériau la terre, le bois et la paille. L'entretien de l'ensemble de ces bâtiments nécessite des soins constants que les sultans